Bon, eh bien, bonjour à tous. Alors, on va démarrer ce webinaire sur comment booster le dépôt de votre certification RNCP et RS. Aujourd'hui, nous sommes deux à animer ce webinaire. Je suis accompagné donc de Katarzyna Fossati ou Katarzyna Fossati pour les aficionados. Je te laisse te présenter rapidement et ISI Consulting. Oui, donc bonjour à tous. Alors, pour la vraie prononciation, allez, c'est Katarzyna Fossati, mais Katarina, bon, enfin, ouais, bref, je réponds à toutes les dénominations, j'ai l'habitude, vu l'orthographe du prénom. Que vous dire en quelques mots? Je baigne dans l'univers de la formation et maintenant de la certification depuis quelques années maintenant, et j'ai rejoint il y a quelques mois maintenant SI Consulting, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des organismes de formation et porteurs de projets, des certificateurs, sur les questions relatives à ces certifications et les demandes d'enregistrement au répertoire national. Merci. Et du coup, moi, Clément Bitch, je suis le directeur associé de MyCertif, qui est un logiciel de gestion de parcours de certification et qui permet d'améliorer les process qualité du suivi des parcours de certification. Alors aujourd'hui, on a associé nos forces, si j'ose dire, pour vous parler de plusieurs points, mais notamment comment bien redéposer ou déposer une certification auprès de France Compétences et peut-être d'appuyer là où ça fait du bien pour bien réexpliciter quelles sont les attentes de France Compétences. Alors, Katharina, elle dépose beaucoup de certifications, donc elle a l'habitude et elle va pouvoir effectivement vous dire et vous expliciter quelles sont justement ses attentes, pourquoi des fois il y a des dépôts qui ne passent pas ou des rejets, et surtout de voir ce qui va être important à cadrer. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore certificateurs, ça permettra de découvrir la dimension, si vous devenez certificateur, de ce que vous aurez à gérer. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà certificateurs, ça permet de faire une piqûre de rappel sur les choses qui sont importantes. Et l'objectif aujourd'hui, vous le verrez, c'est aussi de voir comment, avec notre logiciel MyCertif, on peut améliorer ou booster un petit peu vos dépôts. Alors, je pense que cette première slide était importante pour qu'on la commente ensemble. Et je pense que tu es un peu mieux placé que moi pour la commenter, sachant que moi, aujourd'hui, je ne fais pas de dépôt de certification, mais il y a vraiment cette histoire de, comme dans beaucoup de marchés, hein, de l'iceberg, de la face cachée de l'iceberg. On croit que déposer une certification, ça va s'arrêter à, et puis en fait, derrière, on se rend compte de tout ce qu'on a à gérer. Exactement. Voilà, donc alors pour ceux qui sont déjà sensibilisés au sujet, vous savez ce que c'est. Pour les autres, voilà, on va faire un petit tour d'horizon parce que c'est un sujet qui est à la fois vaste. Alors, j'aime pas utiliser le mot complexe, mais bon, quand même, il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on se lance dans l'aventure de la certification, au-delà du montage du dossier. Parce que bon, pour faire une demande d'enregistrement auprès de l'un des deux répertoires, il y a tout un dossier à monter avec différentes pièces constitutives. Beaucoup interprètent ce dossier comme une espèce de formalité administrative, or ça va bien plus loin. Dès ce dossier, j'ai envie de dire qu'on défend son positionnement en tant que futur certificateur et ce à quoi ça nous engage quand on devient certificateur. Déjà, il faut bien dissocier dès le départ ce qu'est une formation et une certification. Alors moi, j'ai tendance à illustrer ceci par une petite comparaison, hein, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée. Une formation, ce serait un peu mon année de terminale qui me prépare au bac avec toutes les matières euh, que je vais suivre tout au long de cette année, donc des maths, du français, de la philo, ok, très bien. Donc ça, c'est de la formation que je suis avec mes professeurs. Alors dans le milieu de la formation pro, on parle de formateur. Et puis la certification, on va la comparer aux épreuves de bac en elles-mêmes. Donc les épreuves de bac avec tout ce que ça englobe, à savoir une convocation pour une date et une heure d'examen, un format d'examen, un oral, un écrit, et puis un jury devant lequel on va dérouler par exemple son oral. Et donc ça, c'est la certification. Donc c'est vraiment l'un est la conséquence de l'autre. On va dire que la formation, elle prépare à la certification, et ce qu'on dépose auprès de France Compétences, c'est le dossier propre à l'organisation de cette certification. Et pour l'organiser, il faut donc endosser le rôle de certificateur et tout ce qui lui incombe. Et je pèse mes mots sur sa responsabilité aussi, parce que quand on délivre une certification,
ou un titre, selon que l'on a enregistré à l'un ou l'autre répertoire, on envoie quelque part sur le marché du travail des gens avec des compétences qui ont été validées et on se porte garant de ces compétences. Et tout ça, ça doit transparaître dès le dossier qu'on va déposer pour la demande d'enregistrement du titre de la certification. Donc, dans ce dossier, on va trouver des pièces communes selon l'un ou l'autre répertoire, à savoir un référentiel de compétences et d'évaluation, une note d'opportunité, une procédure d'assurance qualité associée à un règlement d'examen. Et puis après, on va voir quand même on va dire des différences hein, entre les deux répertoires. Mais dès ces pièces, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, qui pourraient être vues comme une formalité administrative, attention, non, dès ces pièces-là, il va falloir prouver, entre autres, qu'en tant que futur certificateur, on a la légitimité, on a la conscience de tout ce que cela va engendrer. Voilà. Donc, certes, on a défini des compétences et des modalités d'évaluation et la manière dont on va évaluer ces compétences, mais il y a aussi cette partie, quelle est la légitimité, quel est mon positionnement en tant que futur certificateur. Voilà, et c'est ce sujet-là qui moi, en tout cas, m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais enchantée d'animer ce webinaire avec Clément, puisque enfin, Clément est à l'origine d'un outil qui, je trouve, enfin, il y en a d'autres, hein, des outils, mais voilà, celui-là, en tout cas, répond parfaitement à cette... comment dire, à la manière dont on va pouvoir illustrer cette légitimité qu'on pourra avoir en tant que futur certificateur. Merci. Ben non, mais c'est vrai que nous, on le voit au quotidien auprès de différents clients que l'on a. En tout cas, on a quand même beaucoup de certificateurs, on rencontre beaucoup de prospects et beaucoup de certificateurs qui viennent encore tous un petit peu du monde de Excel et qui gèrent encore leur certification sans forcément sans logiciel. Et il y en a beaucoup qui sont issus on va dire, de l'ancienne génération. Historiquement, ils ont toujours eu des certifications. Et puis quand la réforme de 2018 est arrivée, et qu'il a fallu découper en blocs de compétences, qu'il a fallu faire en sorte que les blocs sont acquis à vie, que les compétences sont acquises à vie, qu'on peut avoir des acquis partiels sur les certifications, qu'il y a toute cette chape qualité qui est venue se renforcer avec l'accrochage certificateur, avec le suivi d'insertion professionnelle, un certain nombre de choses où, en fait, qui se sont accumulées. Ils se sont rendus compte que, effectivement, ils ont beaucoup plus de choses à cadrer qu'avant. Et puis, il y a les certificateurs qui viennent juste d'être des nouveaux déposants, qui viennent de déposer des certifications. Ils se sont un peu imaginés qu'effectivement, ça allait être assez simple, entre guillemets. Je vais gérer un référentiel, je vais créer un référentiel, je vais gérer une valeur d'opportunité, je vais déposer, puis derrière, je vais trouver un réseau de partenaires, et puis ça va très bien se passer. Et puis, je l'aurai avant redépôt à gérer ma valeur d'usage avec le fait de suivre mes cohortes sur post-certification, et ça va très bien se passer. Et en fait, on se rend compte de la myriade de volumes de choses qu'il y a à gérer qui Oh viennent oui. complexifier grandement la gestion du parcours de certification et qui mettent du coup en péril quelque part la certification elle-même, puisque vous êtes, en tant que certificateur, responsable de tous ces éléments. C'est tous ces points qu'on va peut-être un peu reprendre dans ce webinaire, mais déjà, donc, pour bien rappeler les choses, peut-être, Katharina, si tu veux refaire un point, mais c'était sur, en tant que certificateur, et tu l'as déjà un petit peu dit, et on va le redire, et c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est que vous avez une vraie responsabilité d'apporter des garanties à un futur employeur, à une employabilité d'une personne qui va acquérir des compétences grâce à votre certification. Ce n'est pas du tout anodin, d'autant plus maintenant avec le passeport de compétences qui a été créé par la Caisse des dépôts et consignations, qui va consigner justement l'ensemble des compétences et des diplomations des citoyens français. Donc, vous avez un vrai rôle. Et du coup, comme ce que tu disais, effectivement, hein, de gérer, de contrôler du coup vos certifications et les différentes parties prenantes. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est que l'adage de je vais avoir un réseau de partenaires et ça va très bien se passer. Moi, je ne sais pas pour toi, Katharina, mais nous, on a plutôt l'adage de quand on a un réseau de partenaires, ça se passe souvent plutôt pas bien. Parce qu'en fait, les partenaires font un peu tout comme ils veulent ou comme ils Ouais. entendent faire. Alors, En fait, il faut la qu'on arrive question, à… ouais. Oui, oui, tout à fait. La question déjà aussi, peut-être qu'il faut se poser dès le départ, c'est est-ce que j'ai bien transmis toutes les informations de manière la plus exhaustive possible pour que mes partenaires ne s'écartent pas du droit chemin que je leur impose. Donc voilà, dans le dossier, on a des éléments relatifs à ça. Alors déjà, dès le départ, hein, on peut ou pas mettre en place un réseau de partenaires. En soi, c'est pas une obligation, mais voilà, on peut tout à fait, alors même, j'ai envie de dire,
au-delà du fait de déployer une certification, ça peut être aussi une motivation économique, hein, voilà, que de mettre en place un réseau de partenaires et voilà, bâtir un modèle économique là-dessus, pourquoi pas. Mais là encore, ce réseau de partenaires va quelque part porter notre image, notre légitimité et notre responsabilité en tant que certificateur. Donc, il s'agit de bien leur faire comprendre, donc, avec des directives très claires sur ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis ensuite, il va falloir le contrôler parce que la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, s'il n'y a pas contrôle, peut vite y avoir des dérapages simplement, parce que, ça peut être aussi une omission, hein, c'est pas forcément, une volonté de leur part, mais voilà. Donc dès le départ, il faut bien clarifier tout le process, toute l'organisation. Sous quel délai avant, les épreuves certificatives, je vais, désigner, mon jury, par exemple, d'évaluation, hein, puisque le jury d'évaluation n'est pas composé de formateurs, qui ont suivi l'apprenant, durant tout le cursus qui prépare à la certification, mais il peut y avoir un représentant de l'organisme certificateur, mais aussi une majorité de personnes extérieurs, professionnels en activité qui vont évaluer les compétences. Donc, combien de temps à l'avance ces personnes vont être convoquées, selon quelles modalités elles vont être briefées. Ensuite, s'il y a des éléments à leur transmettre, notamment des grilles d'évaluation ou des directives particulières, pareil, à quel moment on va les transmettre. De la même manière, à quel moment je vais convoquer mes candidats. Ça, c'est ce qui a été rédigé dans le fameux document, même si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est quoi le règlement de certification ou le règlement intérieur que vous avez déposé en tant que certificateur? Tout à fait. Alors, nous, on appelle ça procédure d'assurance qualité, mais après, voilà, peu importe finalement le petit nom qu'on lui donne, il y a un document, effectivement, dans le dossier constitutif là, pour la demande d'enregistrement auprès de l'un des répertoires, un document qui doit exposer vraiment point par point et sans omission, parce que forcément, hein, ça va porter préjudice lors de l'instruction du dossier, tous les paramètres, tout ce qu'il faut prendre en compte pour que les épreuves se déroulent du mieux possible, pour garantir l'harmonisation et comment dire, la neutralité du jury, l'organisation des épreuves. Voilà, qu'est-ce que je vais anticiper, qu'est-ce qui se passe en cas de fraude, qu'est-ce qui se passe si j'ai un candidat qui est en situation de handicap, etc., etc. Donc voilà, c'est un document qui va consigner toutes ces informations. Et dès lors qu'on a rédigé ce document, il faut s'y tenir. Donc, après coup, on ne peut pas dire « Oh, finalement, je vais faire un petit peu différemment ». Non, le document, c'est un peu la Bible du certificateur, donc on s'y tient et on l'applique. Et en fait, c'est ça souvent le plus dur, c'est l'application. C'est qu'après coup, si on n'a pas pris le soin en amont non seulement d'anticiper, mais et c'est là où la valeur d'usage, elle a aussi du sens, c'est qu'il faut l'avoir déroulé, sa certification, il faut l'avoir pratiqué, il faut se rendre compte aussi des limites et des ratés pour pouvoir la perfectionner. Si on ne l'a pas fait avant, après, ça devient très difficile à rattraper, puisqu'une fois que le dossier est déposé, c'est compliqué de revenir dessus. Donc, tout ça est à anticiper. Et là encore, si on a un outil qui permet de se faciliter un petit peu la vie, qui nous met des petits rappels aussi, pour nous dire à quel moment il faut faire quoi, tout ça est bienvenu pour assurer son rôle de certificateur. Mais c'est évident. Après, c'est notre nous, on fait ça, donc forcément, je ne vais pas dire le contraire. Mais donc, pour revenir sur les grands points, effectivement, vous allez avoir un rôle important à gérer et surtout, vous allez devoir rendre des comptes. C'est effectivement ce que tu viens de dire. Et de tout ça, on va devoir en tirer de la mesure d'impact, des analyses, de l'insertion professionnelle. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression un petit peu au quotidien quand même qu'on a tendance un peu à l'oublier. En tout cas, je ne suis pas en relation avec nos clients plus que ça. Je suis plutôt en relation avec des prospects qui ensuite, quand ils deviennent clients, sont dans les mains de mes associés. Mais la certification professionnelle en France, ça clignote quand même beaucoup CPF, ça clignote beaucoup argent, chiffre d'affaires, formation, il y a une manne à argent. Il faut quand même juste pas oublier une chose, c'est que derrière tout ça, il y a des individus qu'on renvoie vers l'emploi ou qui ont une mobilité professionnelle, que pour eux, ça a une réelle importance et que l'objectif de tout ça, c'est quand même de mieux rentrer dans l'emploi ou d'avoir une meilleure employabilité. C'est les chiffres du chômage sans doute ou autres éléments, mais il y a quand même
ces éléments-là Oui. qui sont importants. Et donc, dans ce cadre-là, je trouve que les process qualité qui ont été mis en place côté Caisse des dépôts et France Compétences, ils sont ce qu'ils sont, forcément. Ils ont quelque part resserré beaucoup plus la vis auprès des certificateurs, mais ça vient aussi revaloriser beaucoup plus les parchemins et les certifications dont les titulaires vont récupérer auprès de vous. Et c'est en ça que vous avez un grand rôle à jouer et c'est en ça que vous devez du coup rendre des comptes. On va rentrer dans le détail sur pour ceux qui ne Ouais. connaîtraient pas Tout les à comptes. fait. Et juste pour faire un tout petit lien avec l'un des documents, donc dans le cadre du dépôt, la note d'opportunité, le fil rouge, un peu le fil conducteur de cette note d'opportunité, c'est de démontrer en quoi le projet ou le renouvellement, enfin moi je parlais de projet de certification, répond à un besoin du marché du travail. Clairement. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc si on propose, enfin voilà, quelque chose sur lequel derrière il y a pas de, enfin, à travers le suivi qui rend pas compte de ce besoin du marché du travail, bah, finalement la certification n'a pas de sens. Donc voilà, ça vient totalement se corréler. Et donc ça, tu l'as dit et je pense qu'il faut qu'on le redise et je pense que c'est important et c'est vraiment les fondamentaux de ce webinaire. C'est qu'aujourd'hui, enregistrer une certification ou redéposer une certification, puis suivre cette certification, eh ben en fait, ça a énormément de points communs, puisque vous l'avez compris, et on le redit et on le réexplique, et c'est ce que dit France Compétences, que vous allez déposer auprès de France Compétences, et notamment à travers, j'ai oublié le nom du document, comment toi tu l'appelles, mais moi ce que j'appelle le règlement intérieur ou le règlement de certification, ou l'assurance, Procédure d'assurance, voilà, la moi j'appelle procédure ça la d'assurance qualité. oui, voilà. Bref, dans ce que vous allez déposer auprès de France Compétences vous dit c'est simple, que vous avez déposé, c'est ce que vous devez respecter. Ce qui veut dire que du coup, quand vous construisez votre certification, eh bien en fait, vous devez déjà penser à comment vous allez la suivre, puisque ce que vous construisez, c'est ce que vous allez devoir suivre. Et donc, ça a énormément de points communs. Et donc, c'est pendant la construction de la certification que vous allez penser comment je vais faire vivre ma certification, comment je vais la suivre, comment je vais accompagner mes partenaires, comment je vais gérer mes jurys, mes jurés, mes consignes, mes candidats, mes parchemins, mon accrochage, etc., etc. Et donc, plus vous apportez d'éléments dans votre dépôt en disant, bah voilà, moi j'ai bien compris ce qu'on attend de moi et j'ai bien compris que je vais me processer de cette manière-là, et pourquoi pas avec un logiciel comme MyCertif, que vous montrez cette preuve de future procédure qualité métier que vous allez mettre en place, ben, on pense que ça peut avoir un intérêt pour booster vos dépôts ou en tout cas pour vous faire prendre conscience de ce que vous allez devoir gérer et de comment vous pourriez le gérer avec un outil comme le nôtre. Et donc, on vous propose de reprendre un peu les grands points de ce que vous allez devoir gérer ou de ce que vous gérez déjà si vous êtes déjà un organisme certificateur et de comment, si toi, Katharina, tu as des petites choses à nous apporter sur les points importants quand tu vois quand il y a des rejets ou quand tu fais des redépôts, quels sont les points sur lesquels il faut vraiment accentuer nos efforts et puis voir de quelle manière, avec MyCertif, on peut, pourquoi pas, processer un peu plus les choses et en tout cas faire preuve à France Compétences qu'on a l'intention de se processer de telle manière. Très bien. Alors juste, j'ai un petit message que je viens d'avoir. Est-ce que tout le monde a un écho ou sinon, enfin voilà, ça vient peut-être du mien, donc je vais couper le micro en fait quand tu prends la parole, Clément, comme ça au moins Pas on, d'écho. Et si vous on avez va des éviter. échos, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, comme ça on essaiera de voir si on peut résoudre Oui. le sujet. Alors, il n'y a pas, a priori pas d'écho. Merci. Ok. Alors, premier point qu'on voulait reprendre, c'est les candidatures. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore organismes certificateurs ou pour ceux qui le sont déjà, vous le savez, aujourd'hui, les apprenants du parcours de formation vont, en bout de parcours de formation ou en même temps ou en parallèle, devenir des candidats à votre certification. Ces candidats, donc bien souvent, on peut appeler des apprenants, des stagiaires, etc., mais qui sont réellement des candidats à votre certification professionnelle. France Compétences donne un certain nombre d'éléments à cadrer, notamment de correctement les gérer, les suivre, de collecter un certain nombre d'informations indispensables, notamment pour l'édition des parchemins, donc de la certification professionnelle en bout de parcours, et pour faire ce qu'on appelle l'accrochage certificateur, dont on en parlera ensuite, mais donc vous demande d'avoir une parfaite gestion, et on va mettre ça sous couvert aussi du RGPD, sans faire n'importe quoi, en sécurisant les données, en ayant l'autorisation de traitement de certaines données, etc., etc. Vous devez correctement gérer vos bases de données de candidats
et si j'ose dire, ensuite on le verra, d'intervenants qui peuvent intervenir sur le parcours de certification. Donc sur cette gestion des candidatures, sur la collecte des informations, etc., toi, Katarzyna, est-ce que tu vois des éléments clés ou importants sur lesquels il faudrait qu'on revienne? Donc toi, dans les dépôts, tu fais est-ce que tu fais peut-être des choses, des zooms sur ce sujet-là? C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a perdu Katarzyna dans les participants. Donc, je vais voir si elle revient ou si elle est revenue. Mais du coup, je vais demander à ce qu'elle réactive son micro. Du coup, Katarzyna, c'est bon, tu peux réactiver ton micro. Oui, Et Gogo, pardon. tu Bah peux oui, faire je un ne pouvais pas le extrait. réactiver moi-même. Je voulais couper Pas de le souci. micro pour pas avoir l'écho. Mais bon, bah, je touche plus au micro. Ah, t'as voulu couper le micro et du coup, t'as quitté le webinaire. Exactement. Ah, c'est pas grave. Non, Alors, non, du je coup, suis sur les là. candidatures, toi, est-ce que tu as des points clés dans la gestion des dossiers, des candidatures, etc. Quand on fait un dépôt, il y a des éléments clés à remettre là-dessus? Alors, pas tant au niveau du dépôt, c'est après surtout pour le suivi. Alors, faut peut-être juste éclairer, cette notion, d'accrochage, parce que peut-être que tout le monde n'est pas, familier, à ce terme. L'accrochage, c'est faire remonter à France Compétences, les sous forme d'un Alors, c'est plus la Caisse des dépôts. Bah, en plus, on en parle un peu après, mais effectivement, ce qui est très important sur l'accrochage, vous l'avez vu, c'est qu'en tant que certificateur, vous avez pour rôle, vous allez certifier des personnes, vous allez certifier des compétences par rapport à votre certification. Et ça, vous allez devoir le dire à l'État français à travers la Caisse des dépôts et consignations et à travers le portail des responsables de diplômes et de certification pour que les titulaires de vos certifications, dans leur passeport de compétences, qui est un nouvel outil si vous ne l'avez pas encore découvert, en version bêta, sera accessible à tous les citoyens français via leur accès France Connect. On aura tous accès à notre CV en ligne, à notre passeport de compétences en ligne, ce qui garantira la véracité de nos diplômes, diplômes avec beaucoup de guillemets, parce que si c'est un titre professionnel, on ne peut pas appeler ça un diplôme, mais de toutes nos diplomations, de toutes nos compétences acquises. Et donc, lors d'un entretien d'embauche ou sur le marché du travail, etc., on pourra aller consulter ces différents éléments et de s'assurer du coup de la véracité de vos acquis sur vos compétences. Et pour faire ça, eh ben, chaque certificateur aujourd'hui doit faire ce qu'on a appelé l'accrochage certificateur, c'est-à-dire envoyer ces informations 3 mois après titularisation d'une personne sur votre certification. Vous avez 3 mois pour le déclarer sur le portail des responsables de diplômes et certifications. Donc ça, on en parlera spécifiquement quelques slides plus loin, mais c'est très important du coup de correctement collecter toutes les informations par rapport à vos candidatures, parce que sinon, vous ne pourrez pas procéder correctement à cet accrochage. Et je dirais même un peu avant, vous ne pourrez pas procéder correctement à l'édition du parchemin, qui est aussi un élément réglementaire obligatoire. Vous devez diffuser un parchemin ou une attestation de réussite sur des blocs de compétences acquis, si sur votre certification, vous êtes découpé en blocs, notamment au RNCP, enfin, que sur le RNCP en fait. Et donc, c'est très important de bien pouvoir cadrer tous ces éléments. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est des choses dont vous parlez dans les dépôts, Katharina, mais c'est sur, moi je vois, c'est sur les interruptions de parcours, c'est sur le suivi des candidats, c'est tout au long de leur vie. Et je pense que c'est ce terme tout au long de leur vie qui est important et qui a changé en 2018, c'est qu'en tant que certificateur, vous donnez des compétences une fois à quelqu'un à vie. Ce qui veut dire qu'au jeu des blocs de compétences, qui sont acquis à vie, si quelqu'un a acquis 2 blocs et en fait est en arrêt maladie prolongé ou a abandonné ou finalement revient quelques années plus tard, cette candidature, elle est toujours en cours de traitement. Les personnes ont acquis leur bloc, elle peut redémarrer son parcours. Du coup, on va commencer à rentrer dans des logiques d'individualisation de parcours de formation. En tout cas, ces données-là, on ne peut pas dire « Ah, bah, vous avez abandonné, vous êtes parti, maintenant que vous revenez, vous recommencez tout ». Ça, c'est terminé, ça n'existe plus. Et donc, en ça, vous devez parfaitement suivre vos candidatures. Tout à fait. Et puis là, encore une fois, c'est défini dès le départ. Pendant combien de temps, enfin, on peut éventuellement définir dès le départ, combien de temps, pardon, je reformule, de combien de temps dispose-t-on pour passer l'intégralité des blocs de compétences pour valider un titre. Mais de toute façon, ce suivi, voilà, il faut pouvoir l'assurer parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, hein, il peut, pour des tas de raisons différentes, la personne peut passer tout ou partie des blocs de compétences et ça peut s'étaler dans le temps. Donc, il faut pouvoir offrir et garantir ce suivi-là. Donc, ouais, j'ai envie de dire, quand on a quelques candidats et
qu'on a délivré quelques parchemins, très bien, mais quand ça commence à prendre de l'ampleur et surtout quand on a un réseau de partenaires, là, la chose est quand même rendue beaucoup plus complexe. Et donc là, il faut assurer un suivi parfait, hein, pour pouvoir s'y retrouver et en temps voulu, faire reprendre le parcours de certification à ces individus. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que nous, on est convaincus, et en tout cas, alors, on a posé la question à France Compétences, hein, de savoir est-ce que, si nos clients ou nos prospects, souhaitent utiliser, enfin nos clients, ils utilisent déjà, mais utilisent MyCertif pour processer un certain nombre de choses et qu'ils expliquent qu'ils vont gérer les candidatures de telle manière, comme ça, et que du coup, il y a certains verrous, certaines sécurités qui permettent de gérer pas mal de choses dans MyCertif. Ça ramène quelque part un plus parce que ça montre que vous êtes structuré et puis que vous respectez un certain nombre de choses, que ne rien préciser ou dire que vous allez faire ce suivi via un fichier Excel qui est maîtrisé par une seule personne, ça connaît parfaitement ce fichier Excel un peu usine à gaz qui est maîtrisé par une personne clé de l'organisation. Si cette personne, pour X raison, elle n'est pas là, en fait, on est incapable de savoir qui en est où, qui fait quoi. Et donc, rassurer France Compétences là-dessus nous paraît important et en tout cas, vous pouvez le faire et rassurer à partir effectivement de MyCertif. Ça n'engage à rien, vous pouvez très bien expliciter que grâce à ça, vous avez compris comment vous allez faire et comment vous allez gérer. Après, je pense que ce sera mieux de le faire. Vous le fassiez avec nous ou avec d'autres quelque part, ça sera ce que vous voudrez. Mais c'est important de comprendre que ce type de logiciel comme MyCertif vous permet vraiment de processer un certain nombre de choses autour des candidatures et de centraliser toutes les informations, y compris effectivement, comme tu l'as dit, au niveau des partenaires. Et ça, on va en parler tout de suite de la transition avec l'étape d'après. C'est que vous avez, en tant que certificateur, la possibilité, vous savez, aujourd'hui, d'habiliter un certain nombre de partenaires qui vont du coup pouvoir créer des candidatures sur votre certification. Alors après, il y a tout un jeu effectivement de financement avec le CPF, etc. Mais ce qui est surtout important, c'est que du coup, France Compétences dit une chose capitale, indépendamment de ce que vous aurez déposé ou de la manière dont vous l'aurez déposé, c'est que vous devez suivre votre réseau de partenaires, comme tu l'as dit, Karina, donc gérer une forme d'habilitation de vos partenaires à créer des candidatures sur votre certification, à évaluer des candidatures sur votre certification, voire à gérer des jurys d'évaluation, et donc à mettre en place un certain nombre de procédures de contrôle. Alors ça, c'est les fondamentaux du logiciel qu'on a créé, c'est de pouvoir justement s'adapter à l'ensemble des parcours de certification et donc de pouvoir non pas être dans le contrôle, mais être dans l'anticipation, de dire, voilà, moi, si j'habilite un partenaire, il sait exactement comment il doit gérer mes candidats, les candidats qu'il va créer, sur ma certification, parce que les étapes qu'on lui a données, elles sont celles-ci, elles ne sont pas autrement, et tant qu'elles ne sont pas remplies, on ne pourra pas passer en jury de certification. Et donc, ça permet de justement processer tout le parcours. Toi, vu de ta fenêtre, du coup, Katharina, je ne sais pas comment ça se passe dans les débats, dans la gestion des partenaires. Qu'est-ce que vous dites ou pas? Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, là où j'attire l'attention, c'est que il y a certains certificateurs fort contents d'être devenus certificateurs qui vont déployer de manière très large leur réseau de partenaires. Bon, très bien. Sauf que si en si peu de temps, enfin en peu de temps, on va avoir un réseau de partenaires qui va grandir très très vite et à se retrouver avec 10, 15, 20, voire beaucoup plus de partenaires, même si le souhait, j'ai envie de dire, forcément, il est souvent économique, mais au-delà de ça, s'il n'y a pas vocation à faire n'importe quoi, le problème, c'est de se retrouver débordé. Et après, c'est très difficile à rattraper quand le partenaire, je vais prendre un exemple, a proposé sa formation via le CPF. Il y a plein de candidats, enfin plein d'apprenants qui se sont inscrits à la formation, mais sur, par exemple, 10 apprenants, il y en a un qui s'est présenté à la certification. Et là, ça va poser un petit souci parce que le but ultime de l'utilisation du CPF, c'est derrière de se présenter à une certification. Alors après, bon, pour un tas de raisons, là encore, on peut l'avoir raté, sa certification, mais le but ultime, c'est de préparer et de présenter la certification. C'est pas uniquement de suivre la formation. Donc, si on maîtrise pas son réseau de partenaires et si on n'est pas en mesure, de temps en temps, de faire une petite alarme auprès de ceux-ci en disant attention, voilà, je vois que vous avez inscrit X candidats à la certification ou vous avez formé X personnes et ces personnes ne sont pas inscrites à la certification, faites-le s'il vous plaît, parce que qu'est-ce qui va se passer à la fin? Si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais tomber.
c'est moi certificateur. Alors oui, Donc voilà, effectivement, ce suivi, il est primordial. Donc, en fait, faut bien comprendre s'il y a une logique quelque part de donnant-donnant. Donc oui, OK, on a la possibilité de créer un réseau de partenaires, mais on en est responsable. Et si on ne fait pas les choses correctement, si on ne les surveille pas et si à mesurer en temps et en heure, eh ben, c'est nous, certificateurs, qui risquons de tout simplement de perdre la certification. clairement, moi les éléments principaux que je vois, hein, qui sont remontés de nos clients, hein, qui ont permis d'améliorer des choses sur MyCertif, c'est notamment alors, la gestion du réseau de partenaires sur la neutralité, puisque finalement, il va y avoir des jurys d'évaluation et le référentiel de certification est le même pour tout le monde. Les critères d'évaluation sont les mêmes pour tout le monde, puisque justement, vous avez créé des critères sur le référentiel de compétences, vous avez créé un référentiel d'activité, un référentiel de compétences, un référentiel d'évaluation. Et donc, les organismes partenaires doivent se conformer à la même chose. Et donc, cette neutralité, cette notion de faire les jurys d'évaluation de la même manière, s'assurer qu'ils sont bien sur les mêmes grilles, sur les mêmes compétences à évaluer, avec les mêmes critères, avec les mêmes consignes, ça, c'est capital. Et c'est vrai que quand on peut le faire automatiquement via un logiciel comme MyCertif, c'est facile. Mais en tout cas, c'est quelque chose à garder en tête. Ça, c'est capital. Et de pouvoir suivre aussi, du coup, par partenaire, le nombre de réussites, le nombre d'échecs et le nombre d'abandons. Et c'est cette notion d'abandon qui est importante parce qu'à un moment donné, si effectivement un organisme partenaire, je ne sais pas, crée 15 dossiers sur votre certification et fait 15 financements CPF, mais qu'en fait, il y a eu les 2 tiers qui ont abandonné, quelque part, l'organisme de formation, lui, il a facturé ses formations, hein, via le CPF. Donc, il y a des éléments qui sont effectivement très importants pour vous, certificateurs, de suivre tous ces éléments. Et je crois qu'on en parle d'ailleurs dans la slide d'après sur justement le contrôle, sur cette notion un peu de CPF, pour vous donner quelques clés. Et c'est quand même très important, tu viens de le dire, je le redis et on va le redire tout au long, l'organisme certificateur est responsable de son réseau de partenaires. Donc, et de ce réseau de partenaires ou même de son réseau interne, hein, parce que quand on parle de campus d'écoles qui sont sous la houpette d'un groupe d'écoles et que chaque école finalement vient se greffer sur un RNCP ou sur plusieurs RNCP détenus par la marque de l'enseignement supérieur privé et du groupe, finalement on est dans la même logique, hein, c'est le même groupe, ils sont tous amis, ils sont tous copains, mais ça reste des partenaires intra plutôt que inter, mais ça fonctionne aussi. Ce qui est très important, en tout cas ce qui est sûr, pour les organismes certificateurs, c'est de ne pas avoir de manque à gagner. De ne pas avoir de manque à gagner et d'éviter un maximum de ne pas qu'il y ait de fraude au CPF et qu'il n'y ait pas d'abandon massif, comme on vient de le dire. Pour ça, vous avez un outil qui est génial. Alors, pour le coup, qui ne s'appelle pas que MyCertif, puisque notre outil est sur un outil existant qui a été très bien fait par la Caisse des dépôts. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe un outil qui s'appelle l'Open Data de la Caisse des dépôts, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai mis à droite là, et qui permet, alors aujourd'hui de manière asynchrone, de vous donner sur l'année précédente l'ensemble des organismes de formation, donc par numéro SIRET, qui ont déclaré des dossiers CPF, au CPF sur le nom de vos ou de votre certification. Donc, vous pouvez rechercher dans ce tableau, et au format Excel ou sous forme d'API, le nom de vos certificats. Et regardez en face combien de déclarations CPF il y a eu et par quel numéro de SIRET. Forcément, après, avec un outil comme MyCertif, on peut plus rapidement croiser ces données. Et ça peut vous donner le nom de vos partenaires avec du coup le nombre de candidats qu'ils ont créés dans MyCertif et le nombre de candidats qu'ils ont déclarés visiblement dans l'Open Data côté Caisse des dépôts. Et donc, une fois par an, en général en fin d'année ou en début d'année de l'année suivante, de rattraper tout ça et de prouver que vous faites le contrôle des choses, que vous contrôlez vos partenaires, que vous avez bien regardé le suivi des financements CPF, corroboré avec le nombre d'abandons, etc. Et ça, c'est capital. En tout cas, je vous invite à très clairement expliciter que vous allez utiliser ce type d'outil indépendamment d'une autre. Parce que, à mon sens, aujourd'hui, France Compétences et la Caisse des dépôts ont quand même mis en place pas mal d'outils. On en parlera encore après d'autres outils, là, de France Compétences et leur bibliothèque. Il y a pas mal de choses qui ont été créées. Ça me paraîtrait un petit peu je ne sais pas comment dire, en plus dans la formation professionnelle, il y a un peu un côté, une faute d'étudiant, de bon étudiant qui va déposer son mémoire, que de ne pas avoir repris les quelques bons éléments que son professeur lui a donnés. Dans votre dépôt, si vous ne citez pas que vous utilisez l'open data pour contrôler vos partenaires et si vous ne citez pas que vous allez utiliser pour vos valeurs d'opportunité, vos valeurs d'usage, les résultats d'observatoire qui ont été compilés par France Compétences dans leur bibliothèque
Bon, bah, c'est dommage quand même. C'est quand même dommage. Au-delà, Les nécessaire. outils existent, autant les utiliser, bien entendu. Donc, on va regarder ces quelques éléments. En tout cas, l'open data, regardez. N'hésitez pas à nous redemander en aparté. Cet outil est très simple. Hein. Comme dit, c'est un fichier Excel. Ça vous permet de contrôler vos partenaires. Ça permet de dire à vos partenaires que vous pouvez les contrôler, que vous avez les capacités de les contrôler. C'est totalement gratuit. Et donc, on pourra vous gérer sur ce. Je Alors sais pas si après, il y tu a as un vu, élément. Clément, il y a Ah, une pardon. petite, juste, pardon, une petite question sur comment accède-t-on à l'open data? Bon, en fait, C'est public, hein, c'est un lien. On pourra vous renvoyer le lien. Si Léa, tu es parmi nous, qui est une collaboratrice à nous, elle peut peut-être même vous mettre le lien dans le chat. Vous verrez, c'est tout simple, c'est un lien public. Et si on n'a pas l'occasion de vous le remettre dans le chat là, je vous le remettrai en commentaire, petit soit récap, super. dans le replay, soit je vous le renverrai aux différents participants de ce webinaire. Ouais. Et je rebondis aussi sur un petit message de Claudine, oui, tout à fait. Alors, si on va encore plus loin, bon, c'est pas du tout le sujet du jour, mais n'empêche que c'est complètement en lien. Calliope aussi, notamment sur les indicateurs 3, 7 et je crois c'est 16 de mémoire, enfin je sais plus exactement, mais on a des critères aussi qui portent sur les formations qui sont déroulées dans le cadre d'une certification. Donc là encore, si on forme et que derrière, on se rend compte que, que la formation a été déroulée, mais que la certification n'a jamais été présentée, enfin voilà, que l'articulation n'est pas faite, c'est aussi son Calliope qu'on met en jeu quelque part lors d'un audit. Lors d'un audit Calliope. Donc voilà, il y a toute une boucle hein, autour de ça qui fait qu'il faut absolument respecter ces différents éléments. Après, on a voulu revenir sur un point quand même très important sur l'organisation des jurys, parce que là, je crois qu'effectivement, même au niveau des dépôts, très souvent, il y a des petits couacs. Je pense que là, tu vas pouvoir en reparler en long, en large, mais je vais te laisser expliciter les attentes de France Compétences au niveau des jurys, et ensuite de voir comment nous, on peut apporter notre aide là-dessus, mais je pense que c'est important qu'on Ouais. ait des avis là-dessus. Alors, au niveau des jurys, alors encore une fois, hein, je vais aller à l'essentiel, mais il faut bien comprendre que déjà, le jury en lui-même ne peut pas être constitué de formateurs, puisqu'on a bien distingué tout à l'heure formation et certification. Et donc, quand on organise une certification, on ne peut pas faire intervenir un formateur parce que bah, voilà, hein, ça fausserait un peu le jeu, on ne peut pas être juge et partie. Donc voilà, on peut avoir un représentant du certificateur et France Compétences indique qu'il faut avoir une majorité de membres du jury composés de professionnels extérieurs. Ensuite, il faut distinguer jury d'évaluation et de certification. Et ça c'est une question qui est récurrente, hein, qui revient très très régulièrement dans les dossiers. On peut avoir donc un jury qui cumule finalement ces deux fonctions, mais il faut bien les distinguer. Qui évalue, qui certifie, ça peut être effectivement les mêmes personnes, mais et donc auquel cas il faudra le préciser. Et dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes personnes, il faut vraiment attribuer ces rôles. On peut très bien avoir un jury d'évaluation, donc des personnes qui vont faire passer un oral à un candidat, et par ailleurs un jury de certification qui vont, par exemple, qui va être composé d'autres personnes, qui va récolter les grilles d'évaluation complétées par le jury d'évaluation et qui va délivrer la certification au regard de ce que ces grilles auront révélé. Voilà, donc ça, encore une fois, il faut bien distinguer. C'est pas forcément les mêmes personnes, ça peut, mais c'est pas forcément le cas. Encore une fois, ça dépend des sujets, ça dépend. Je prends le cas, par exemple, d'un titre RNCP, bon, qui, par définition, va être composé de plusieurs blocs. Chaque bloc devant pouvoir être évalué de manière autonome, on va avoir des modalités d'évaluation qui vont être propres à chaque bloc. Et bien, d'un bloc à l'autre, on peut avoir un jury d'évaluation qui va être différent. Et donc, un jury de certification qui va délivrer ou pas le titre, ou en tout cas l'attestation relative à chaque bloc, en fonction de ce que le jury d'évaluation aura fait remonter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une distinction qu'il faut faire dès le départ. Mais même, j'ai presque envie d'aller un peu plus loin. Alors, moi, je suis un peu loin de ces cas parce que c'est vrai que j'accompagne finalement peu les clients, mais malgré tout, je vois bien passer les différents cas. C'est que il faut pouvoir piloter différentes modalités d'accès.
Il faut pouvoir piloter effectivement le fait que les blocs sont acquis à vie et ou que quelqu'un peut venir pour passer un bloc spécifique et pas forcément l'ensemble de la certification. Donc, il faut pouvoir gérer du bloc à bloc, du bloc imbriqué, effectivement des jurys par bloc et donc des attestations ou des parchemins par bloc. Donc, demain, ça veut dire effectivement, alors aujourd'hui, pas d'accrochage par bloc parce que l'accrochage se fait sur l'obtention de l'ensemble de la certification, mais la Caisse des dépôts avait quand même spécifié que si on voulait aller au bout de la démarche, dans une deuxième étape, il faudrait qu'on puisse aussi accrocher dans les passeports de compétences des citoyens français les acquis sur les blocs de compétences et pas que sur l'ensemble de la certification. Et donc, ça vient créer une multiplicité de choses à gérer, une multitude de choses à gérer et candidat par candidat, de pouvoir gérer un coup du bloc, un coup du multibloc, sans parler, et on en parlera certainement dans la slide d'après, des redépôts. Donc, entre-temps, quelqu'un qui a obtenu quelques blocs et puis qui, en fait, vient pour repasser la fin des blocs restants pour avoir sa certification complète, mais qu'entre-temps, la certification a été redéposée. Gérer les notions de correspondance, on va en parler puisque c'est un sujet qui est épineux en ce moment. En tout cas, c'est important d'avoir tout ça en tête et c'est au niveau de la notion d'organisation des jurés et des jurés que vous allez pouvoir piloter tout ça. Et c'est complexe. Et là, je pense que ça, c'est une des grandes forces effectivement de notre outil MyCertif, c'est de pouvoir prendre tous ces cas de figure et de pouvoir les gérer via l'organisation de jurys, de sessions de jury, avec des alertes, de ne pas pouvoir avoir un formateur en tant qu'évaluateur ou en tant que formateur qui aurait suivi la personne un jury de certification, de s'assurer de la parité des jurys s'il y en a. Un jury de certification ne peut pas être composé d'une seule personne et donc de ne pas pouvoir créer un jury sans ça, de pouvoir gérer les différentes modalités de ceux qui sont à distance, de ceux qui sont en présentiel, de signer des PV de jury, de s'assurer que les PV de jury sont correctement archivés, renseignés, communiqués, etc., etc. Et je crois que la brique jury, c'est vraiment un élément pivot, autant dans les dépôts que dans le suivi d'après. C'est un des éléments que le certificateur lesquels il ne peut vraiment pas passer. Et donc, ça, c'est un point capital et qui est géré en long, en large et en travers dans un outil comme le nôtre. Et on pense, encore une fois, que ça peut apporter une vraie force lors du dépôt à France Compétences de dire, et voilà, on a bien conscience de la complexité de tout ce qu'on attend de nous. Et voilà de quelle manière on va le gérer. Et si tant est que vous voulez le gérer avec MyCertif, bah voilà comment c'est géré, capture d'écran à l'appui. Je pense que ça peut amener beaucoup d'eau à votre moulin. Tout ça pour arriver un peu en bout de parcours sur tout ce qui est parchemin et attestation de réussite de blocs de compétences. Toi, Katharina, tu veux pouvoir dire un mot pareil, sur tes dépôts, tu vois qu'il y a des choses spécifiques là-dessus? Ou c'est sur les parchemins, c'est très arithmétique peut-être? alors, c'est sur les parchemins, je reprends toujours la même phrase, mais point trop d'infos. La liste exhaustive des éléments qui doivent figurer sur un parchemin est communiquée notamment par le Vademecum, publié par France Compétences. Donc, voilà, pas de fioriture. Après, la mise en forme, j'ai envie de dire les couleurs, les goûts des couleurs, bon, bah voilà, libre à chacun. Mais sur les mentions qu'on fait figurer sur un parchemin, voilà, la liste est exhaustive, on fait pas plus, on fait pas moins. Bon, là, on a un petit exemple sous les yeux de parchemin, voilà, hein, très bien. Après, encore une fois, je discute pas des couleurs, de l'arrière-fond, de l'arrière-plan, tout ce qu'on peut faire autour de ça. Mais il y a des choses effectivement qu'on va pas s'amuser à faire figurer sur le parchemin, comme par exemple, je dis ça vraiment comme ça, hein, à titre d'exemple, la liste de tous les partenaires habilités, ça n'a pas lieu de figurer sur un parchemin. Enfin, en tout cas, pas de scène. Enfin, voilà, c'est hors champ. Donc voilà, tenez-vous-en à ce que France Compétences indique. Alors, même si alors, je vais peut-être un petit peu trop m'avancer, mais dans le projet de parchemin que l'on fournit au dossier, parce qu'on fournit ce fameux projet de parchemin au dossier, si tout le dossier est impeccable et que le parchemin est à côté de la plaque, bon, a priori, c'est pas ça qui va faire tomber le dossier. En revanche, voilà, ce serait quand même bête de, de se faire épingler pour ça. Donc voilà, c'est pas le plus compliqué, mais il faut vraiment se tenir aux consignes de France Compétences. Et non, et ce qui est important, surtout sur ces histoires de parchemin, c'est de ne pas faire apparaître des choses effectivement qui seraient problématiques parce qu'on a vu quand même des fois des parchemins qui sont édités ou des organismes de formation qui divulguent des parchemins de certificateurs en venant réapposer des choses dessus, en disant des mentions qui n'ont pas lieu d'être ou on ne comprend pas trop. Non, il y a un formalisme à respecter.
respectons-le. Je voudrais juste rebondir sur 2 questions, en même temps qu'on en est encore sur la phase un peu parchemin et jury, qu'on a eu dans le chat. J'ai quelqu'un qui dit que la distinction entre jury d'évaluation et jury de certification n'est pas demandée pour le répertoire spécifique. Alors, j'ai envie de dire, là, ça dépend des sujets. C'est vrai que techniquement, moi, j'ai souvent tendance, alors c'est toujours pareil, hein, on ne veut pas influencer les clients qu'on accompagne parce qu'ils ont leur vision métier, leur mise en place, leur modalité d'évaluation, etc., etc. Maintenant, pour du répertoire spécifique, sur une certification, comment dire, oui, enfin voilà, qui relève du RS, le jury d'évaluation et le jury de certification, a priori, ont de bonnes raisons hein, d'être confondus, donc c'est les mêmes personnes qui vont assurer les 2 rôles. Maintenant, si ça venait à ne pas être le cas parce que alors, j'essaie de trouver un exemple, hein, j'extrapole un peu, mais parce qu'on aurait 2 modalités d'évaluation bien particulières qui devraient faire appel à des, compétences différentes et donc à des compétences de jury différentes parce qu'on va avoir une modalité d'évaluation qui va par exemple porter sur les compétences 1, 2, 3 et puis une autre modalité d'évaluation sur, les compétences suivantes. Pourquoi pas, hein, là encore une fois, c'est une image. Donc là, pourquoi pas? On pourrait distinguer, ces 2 jurys avec des jurys d'éval qui vont avoir des rôles bien spécifiques, pour évaluer les compétences, sur lesquelles ils ont certaines capacités. Mais voilà, c'est vrai qu'au RS par rapport, au RNCP, on peut tout à fait, enfin voilà, cette distinction, elle est pas forcément indispensable. Et j'ai une autre question de quelqu'un qui parlait, qui demandait est-ce qu'il y a des particularités, alors je pense sur le dépôt et après on le verra dans le suivi, sur les jurys via des parcours VAE. Nous, je sais que dans MyCertif, on gère toutes les modalités d'accès par la VAE, par la formation ou autre, et que du coup, le candidat a un vrai rôle à jouer, hein, d'auto-compléter quelque part les éléments de son parcours, etc. Et on gère effectivement des jurys en lien avec la VAE. Est-ce que toi, ça change quelque chose en point de vue Alors, de dépôt? c'est dans le livret, enfin le doc qu'on appelle communément livret de VAE, fait état alors le jury est souvent différent simplement parce que les modalités d'évaluation, dans le cadre de la VAE sont différentes. On fait pas passer, par définition les mêmes épreuves que le candidat qui suit, le cheminement classique, formation qui aboutit à la certification, enfin le parcours formation pro continue. Donc déjà, de par le fait que la nature des épreuves, enfin, en tout cas des modalités d'évaluation, parce qu'on va même pas parler, d'épreuves, hein, dans le cadre de la VAE, donc d'éléments de preuve qui vont pouvoir, attester et valider les compétences, donc forcément par définition le jury, va être différent. Alors, avançons un petit peu plus. On a voulu du coup refaire un zoom effectivement sur l'accrochage certificateur. On en a parlé effectivement en début de webinaire. On revient dessus pour préciser le propos, puisque ça, c'est vraiment quelque chose de, pour le coup, vraiment totalement réglementaire. Alors, que vous en parliez lors des dépôts, que vous donniez l'info, que vous avez l'info, je pense que c'est bien, mais c'est surtout post-dépôt. Vous allez devoir gérer l'accrochage pour que dans le passeport de compétences de vos titulaires à votre certification, on remonte l'information qu'ils ont bien acquis ces compétences, ces certifications auprès de vos organismes. Et donc ça, aujourd'hui, ça se fait, il faut en avoir conscience pour ceux qui ne sont pas certificateurs, qui seraient là aujourd'hui, ça se fait via un fichier XML, qui est un petit fichier informatique un peu compliqué à créer, Un surtout peu. quand on repart d'un tableur Excel un peu usine à gaz. Faut en avoir conscience. Et je pense que c'est bien de rassurer que vous avez conscience de cet outil-là et que vous avez mis des process autour de cet outil-là pour gérer l'accrochage. Que vous soyez équipé en interne par quelqu'un d'informatique, par une DSI ou autre, je pense que c'est quand même bien de le préciser à France Compétences, ou de dire que vous allez être équipé via tel outil ou tel outil. En l'occurrence, sachez que si vous ne voulez pas utiliser MyCertif demain, vous pouvez quand même remettre peut-être dans vos dépôts qu'il y a un outil qu'on a créé qui est gratuit, que je vous mettrai dans le chat, que je vais vous mettre tout de suite dans le chat, qui s'appelle accrochage.mycertif.fr et qui vous permet de générer à partir de Excel ce fichier XML totalement gratuitement. Et puis même, je peux vous accompagner si nécessaire. J'ai d'ailleurs fait un précédent webinaire avec Elodie Oui. bien tous les deux sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, de bien prendre conscience de tous ces éléments autour de l'accrochage. On a d'ailleurs fait aussi un livre blanc sur tous les rôles du certificateur. N'hésitez pas à aller le relire. Pareil, tout ça, c'est gratuit.
L'objectif, c'est vraiment que vous ayez vraiment conscience de toutes les procédures que vous allez devoir gérer une fois que vous serez certificateur. Ouais. Là, sur Et l'accrochage, je pense qu'il y a toi, sur le dépôt, il y a rien de particulier. non, alors moi j'attire juste l'attention sur porter de bonnes lunettes si vous avez enfin, c'est mon cas, hein, donc non mais quand on remplit ce fichu tableau, voilà, il y a pas d'erreur possible, le tiret, la virgule, le nom, le prénom, enfin voilà, si on fait la moindre erreur en fait, bon alors c'est ne Dans serait-ce ce qu'avec, fichu tableau, tu parles de mon tableau? non, non, ton tableau est plus que précieux parce qu'il permet de traduire. Mais voilà, l'accrochage, alors il y a eu un webinaire effectivement spécifique, sur le sujet et qui est juste topissime et au-delà de ça, cet outil, enfin finalement c'est une espèce d'outil de conversion, hein, on peut le dire comme ça, non Clément? C'est un outil de Qui conversion? respecte le dictionnaire Ouais. de la Caisse des dépôts. Mais c'est exactement ça. On parle d'une traduction. C'est le dictionnaire de la Caisse des dépôts. Donc vous allez saisir dans votre tableau Excel les différents éléments. Et c'est là où il ne faut pas de louper entre guillemets parce que voilà, si on saisit mal le code postal de la ville de naissance du candidat, hop, bah voilà, ça met une erreur et ça bloque la transmission. Bon, au-delà de ça, voilà. Non, puis il y a un vrai sujet autour de ça, Oui, c'est il y a un que vrai sujet. l'accrochage, vous allez donc générer votre XML via notre outil gratuit ou pas, peu importe, ou par vous-même, peu importe. Donc, on le rappelle, pour que vos titulaires, dans leur passeport de compétences, puissent remonter leur certification professionnelle, dont vous êtes le certificateur. Sauf que pour accrocher, aujourd'hui, vous allez devoir donner le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et un certain nombre d'éléments de la certification de vos titulaires. Sauf que par un principe qu'on appelle un principe de nirisation, en fait, la Caisse des dépôts, à partir du nom, du prénom, de la date de naissance, si c'est un homme ou une femme, de sa date de naissance et de son lieu de naissance, etc., va recomposer un numéro de sécurité sociale que vous, on ne vous demande pas de collecter parce que de toute façon, le RGPD ne vous y autoriserait pas, pour retrouver ce citoyen français et de ne pas se tromper, d'être sûr que c'est bien lui pour lui attribuer votre certification. Mais du coup, il y a plein de sources d'erreurs. Il y a plein d'erreurs possibles parce que dans les erreurs de collecte, en fait, la personne, si elle est née en 96 et qu'en fait, vous avez fait une faute de frappe et vous avez mis qu'elle est née en 86, il ne va pas la trouver. Donc, il va falloir aller chasser et corriger les éléments. Et vaut mieux les corriger dans un outil comme MyCertif, dans lequel, en corrigeant la date de naissance, ça va la corriger sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le parchemin, l'accrochage, demain sur les enquêtes sur l'insertion professionnelle s'il y en a, etc. Que sinon, effectivement, il faut aller réimpacter ces corrections finalement partout. Donc, un gros sujet, chronophage, compliqué à gérer. Je pense que c'est bien d'en prendre la mesure et c'est bien de rassurer, y compris dans le dépôt, que vous allez vous processer sur tout ça. N'oubliez pas quand même, moi je pense sur l'histoire de dépôt et après de suivi pour ne pas perdre la certification, qu'aujourd'hui, toute cette nouvelle loi n'a qu'un seul mot d'ordre, c'est la qualité. Donc, tout ce que vous allez pouvoir améliorer en termes de qualité, y compris dans vos dépôts et dans votre suivi, ne peut que faire du bien à votre futur suivi et du coup à la valorisation de votre future certification et à la valorisation des titulaires qui ont obtenu ces certifications. Ouais, tout à fait. Puis enfin, après, c'est voilà, c'est un puzzle dans lequel on a toutes sortes de pièces qui s'imbriquent et qui fait que comment dire, il y a un vrai suivi du candidat qui après n'est plus un candidat mais un titulaire et d'un titulaire qui va pouvoir potentiellement, hein, parce que c'est le but, s'insérer sur le marché de l'emploi ou évoluer sur le marché de l'emploi grâce à ces certifications. Donc c'est d'où l'importance de bien transmettre ces données. Et du coup, je rebondis parce que je vois des petites. Ouais, pareil, je voulais rebondir sur les deux Voilà. questions. Les apprenants pour l'accrochage, etc., est-ce que l'accrochage ne concerne que ceux qui ont mobilisé leur CPF? La réponse, c'est non. L'accrochage concerne tous ceux qui sont titulaires d'une certification, quelle que soit leur voie d'accès, quelles que soient les modalités de financement, et quelle que soit, même si votre certification est inactive. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre certification, elle est inactive depuis, je dis n'importe quoi, juin 2023, mais que vous avez des cohortes et que vous avez titularisé des gens début 2023, fin 2022, jusqu'à même fin 2021, vous devez les accrocher, même si vous n'êtes plus certificateur à l'instant T. Extrêmement important. La confusion Oui, sur l'histoire du CPF, c'est que parfois on parlait d'accrochage au SI-CPF, au système d'information du CPF qui est géré par la Caisse des dépôts. Et donc, il y avait une espèce de confusion de dire s'ils n'ont pas eu de financement CPF, c'est qu'il n'y a pas besoin. Mais clairement, attention, il n'y a pas de confusion.
Et Je voulais l'accrochage rajouter. est effectué à quelle fréquence? Autre question. Ben, voilà, comme dit, en fait, c'est dans les 3 mois qui suivent Ouais. le passage des épreuves certificatives. Donc, ouais, 3 mois après validation du PV jury de certification, je pense Voilà. que c'est ça la date principale. Et il faut Oui. remonter jusqu'à quand? Il faut remonter depuis juillet 2021. L'accrochage rétroactivement depuis juillet 2021. Ah, désolée pour ceux Deuxi- qui ont un peu du temps à rattraper. Ouais, et là, non, par contre, ceux qui n'ont pas commencé ou ceux qui ne sont pas accrochés, on vous invite à le faire très, très, très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de certificateurs qui ont reçu une mise en demeure à 60 jours pour le faire, sous peine vraiment de perdre sa certification. Deuxième point très réglementaire, le suivi d'insertion professionnelle. On en a un petit peu parlé tout au long, et tu viens de le rappeler, et rappeler un peu tout au long. L'essentiel, le principal à ne pas oublier, c'est que tout ça, c'est dans l'objectif d'améliorer l'employabilité de vos apprenants, de vos titulaires à vos certifications, d'améliorer leur employabilité, etc., etc. Et donc, on vous impose, France Compétences vous impose un suivi. On appelle l'insertion professionnelle, ce qu'on appelle aussi le suivi des cohortes. Ce qu'on vous demande aussi, qui s'appelle la valeur d'usage lors des redépôts, de s'assurer qu'il y a une vraie valeur d'usage de vos certifications à être mobilisée dans l'emploi. C'est des enquêtes qu'il faut faire à 6 mois de manière obligatoire, 12 et 24 mois, je crois encore de manière facultative, mais je pense que ça va être un peu obligatoire tout le temps. Et ça, c'est capital. Et je crois que au niveau des dépôts, on focalise beaucoup, tu nous diras, hein, sur la valeur d'opportunité. Et finalement, c'est de venir corroborer ou améliorer, statistiquement parlant, tout ce qu'on a vu dans la valeur d'opportunité à travers la valeur d'usage. Oui, alors c'est surtout là, en tout cas, comment dire, le suivi des enquêtes, c'est pour les titres RNCP, hein, donc, et ce suivi doit être fait de manière régulière, donc à 6 mois, 24 mois. Alors bon, moi, j'ai tendance à dire renforcer, faites-le très très régulièrement. Alors peut-être pas en abuser tous les 6 mois, mais en tout cas la première fois à 6 mois, puis après à minima tous les ans. Déjà pour pas perdre le fil et comment garder au chaud vos alumni, donc les titulaires de votre certification, parce que bah, après la vie fait que chacun part dans des directions différentes et tout le monde n'a pas forcément son petit profil sur LinkedIn mis à jour, donc il faut pas hésiter à suivre ces anciens pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus, quel type d'entreprise ils ont intégré, le salaire aussi qu'ils perçoivent. Et oui, ça fait partie des questions, hein, la rémunération qu'il va falloir identifier, tout ça. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, hein, ce suivi, mais c'est indispensable pour, encore une fois, mesurer l'impact et l'évolution de cet impact, donc du titre de la certification, sur le marché de l'emploi. Parce qu'encore une fois, on est vraiment dans cette logique-là. Donc, C'est capital. voilà. Et ces relances, il faut les faire de manière régulière. Donc là encore, là, je refais le lien quand on crée le dossier, quand on dépose le dossier, j'ai même envie de dire dès le règlement intérieur, il ne faut pas hésiter à communiquer à ces futurs candidats qu'ils vont être suivis et qu'ils vont être Oui. relancés régulièrement par des enquêtes, parce que ça fait partie en fait du process. Et donc, par définition, par la suite, il faudra le faire pour récolter ces données. Parce que si on ne récolte pas suffisamment ces données, eh bien là encore, on ne va pas pouvoir attester de l'impact de la certification sur le marché de l'emploi. Et là encore, France Compétences pourra, au niveau du renouvellement, dire, mais oui, mais elle a plus d'intérêt d'exister finalement, cette certification, donc autant la retirer. Donc vous voyez, quand je disais que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent, c'est vraiment c'est le cas, hein. Donc voilà, ce suivi est indispensable. Donc les rappels doivent être suivis, appliqués pour récolter les données. Bon, et donc, après, dans MyCertif, l'outil qu'on a créé, effectivement, on a tout un outil automatisé d'envoi des enquêtes, d'export du fichier Excel, comme le demande France Compétences. Et les enquêtes sont envoyées par mail, par SMS, automatiquement aux titulaires qui sont dans MyCertif. Vous n'avez pas forcément à gérer cette partie. Et si vous voyez que vos données sont un peu qu'il n'y a pas assez de données, et vous pouvez mener finalement vos campagnes de phoning comme vous le faisiez avant. Mais encore une fois, en venant centraliser toutes les données dans MyCertif à un seul endroit et ensuite de pouvoir exporter toutes les données de cette enquête, qu'elles viennent du candidat titulaire, qu'elles viennent d'un appel qui a été fait par un OF partenaire, qu'elles viennent de vous-même, etc. L'objectif, c'est de fluidifier un maximum ces éléments au travers de notre outil MyCertif.
Un dernier petit point, parce que je vois qu'on a un peu de retard, c'est la gestion des référentiels de certification. Pour ceux qui sont certificateurs ou pour ceux qui sont en devenir ou en redépôt, il y a le chantier des correspondances qui a été lancé depuis un moment, qui a été un petit peu laissé de côté par beaucoup de certificateurs et maintenant c'est un petit peu la panique à bord parce qu'il y avait comme échéance de faire des correspondances de compétences entre différentes certifications qui sont détenus auprès de France Compétences, que ce soit du RNCP ou du RS, avec des correspondances de blocs de compétences et de certification. Et ça, c'est un enjeu capital, puisque justement, ça va favoriser les mobilités professionnelles, ça va favoriser énormément de choses au niveau employabilité. Et c'est aux certificateurs de faire ce rôle de matching des Oui. correspondances. Mm. Et vous aviez jusqu'à fin de l'été, finalement, ce délai a été repoussé il n'y a pas si longtemps que ça par France Compétences jusqu'à fin de l'année. Mm. Et aujourd'hui, c'est sûr que aujourd'hui, je pense que c'est pas possible. Tu me confirmes, mais tu peux pas te déposer sans avoir fait ce travail-là. Oui, alors pour les RNCP, voilà, c'est demandé systématiquement, hein. Il y a une nouvelle ligne qui s'est rajoutée dans, enfin, comment dire, sur la plateforme de dépôt. Et donc, il faut pouvoir comparer et donner des équivalences entre, alors, soit un titre dans son ensemble, soit bloc par bloc. Mais c'est vraiment pour chaque bloc dans son entièreté. C'est pas un morceau de bloc. Enfin, on ne peut pas faire une validation partielle d'un bloc. Voilà, c'est bloc par bloc ou pour le titre dans sa totalité. Mais voilà, donc ça, il y a un vrai travail d'investigation. Il faut aller comparer, chercher, analyser. Est-ce que ça correspond bien à ce que je fais? Et donc voilà, est-ce que un candidat qui viendrait de tel autre certificateur, est-ce que je lui donne finalement cette équivalence dans ma propre certification? Sinon, tu vas te faire taper sur les doigts. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, un truc important, c'est que les correspondances, en fait, nous, on les gère dans MyCertif en partie déjà sur une version intra-certification. C'est-à-dire que vous-même, en tant que certificateur, vous allez faire des redépôts. Et au jeu des redépôts, très certainement sur du RNCP, que des blocs vont évoluer puisque les métiers évoluent et donc les formations et les certifications évoluent. Et donc sur un RNCP, en 10 ans, il y a des blocs qui vont disparaître, qui vont s'améliorer, qui vont se transformer, qui vont changer de nom, etc. C'est extrêmement important sur vos propres versions de certification de pouvoir dire l'ancienne version et les correspondances avec la nouvelle version. Puisque comme les blocs sont acquis à vie, vous avez peut-être des personnes qui auront obtenu 1 ou 2 blocs de votre ancien référentiel de certification, qui pour X raisons se seront arrêtés là, qui pourraient revenir 3-4 ans plus tard, et du coup démarrer sur la fin de la certification, mais sur la nouvelle version du RNCP, avec des acquis, avec des blocs qui n'ont plus les mêmes noms, qui ne sont pas forcément composés des mêmes compétences, ou en tout cas qui ont changé d'intitulé, alors que pourtant il y avait bien des correspondances. Et donc dans MyCertif, vous allez pouvoir gérer les versions de vos référentiels et donc la liaison entre tous ces éléments, puisque les éléments sont acquis à vie. Et après, plus si affinité, effectivement, France Compétences est en train de travailler sur des outils en interne et des ateliers pour aider à faire des correspondances inter-certification, donc sur l'ensemble Ouais. des certifications déposées auprès de France Compétences. Nous, après, dans MyCertif, c'est vrai que demain, aujourd'hui, c'est encore très jeune, mais quand on aura, j'espère, si on a plus de 20% des certificateurs qui utilisent notre outil, ben forcément, s'ils nous donnent l'autorisation, on pourra faire du matching entre les différents blocs et les différentes certifications. Pour l'instant, ça reste anecdotique. Ouais. Même si on a beaucoup de clients, le volume ne permet pas encore d'assurer de pouvoir faire des équivalences, enfin, des correspondances, je vais y arriver, sur les différentes certifications. En tout cas, c'est très important aujourd'hui d'avoir ça en tête parce que de toute façon, vous ne pourrez pas déposer sans ça pour le RNCP et surtout, on va vous demander ensuite de pouvoir de faire la veille de tous ces éléments parce que les certifications de vos concurrents ou de vos partenaires vont aussi évoluer et donc vos correspondances, elles vont aussi évoluer dans le temps. Donc, n'hésitez pas à bien prendre la mesure de ces éléments. France Compétences a fait plusieurs webinaires sur le sujet, si vous avez pu les voir. Et il y a aussi des liaisons à faire entre des blocs de compétences RNCP avec des certifications du RS. Et là, pour le coup, ça prend tout son sens, puisque souvent, des certifications RS ne sont pas sur une visée métier, mais sur des compléments de compétences à mobiliser dans l'emploi. Et ça pourrait tout à fait s'interpréter comme des blocs associés à certaines certifications. Et typiquement, je dis n'importe quoi, si j'ai fait
un RS sur la gestion du management d'équipe et que je veux faire un RNCP pour devenir, je ne sais pas, pour faire un métier dans le monde du marketing et que j'ai tout un bloc en lien avec la gestion des réunions, la gestion du management, la gestion des équipes, et que j'ai effectivement une correspondance, ben finalement, je peux avoir un parcours de formation individualisé, je peux aller plus vite dans mon parcours et ça me permet d'accéder plus vite à l'emploi. Et toute cette logique-là est tout à fait cohérente et doit être respectée pour les dépôts et post-dépôt ensuite. Après, pour aller au bout de ce webinaire qui va bientôt prendre fin, on avait un point important, c'est sur la veille. En tant que certificateur, vous devez vous tenir à jour, informer très régulièrement sur le marché du travail, sur les emplois auxquels vos certifications visent, enfin les métiers auxquels vos certifications visent, faire des comités de perfectionnement, faire évoluer vos certifications. Et donc, pour ça, vous avez plusieurs outils qui existent. Et c'est ce que je répète, c'est ce que j'ai dit un peu avant. À minima, utilisez les outils que les organisations étatiques vous mettent à disposition. Ne pas parler de l'open data de la Caisse des dépôts, pour moi, est une erreur stratégique dans un dépôt. Ne pas parler de la grande bibliothèque, qui est certes nouvelle, mais qui fait un gros travail de recensement de tous les travaux publiés des observateurs de branche pour justement avoir des indicateurs sur des pourcentages sur les métiers, etc. N'hésitez pas à aller les voir et à mobiliser ces outils. Je ne sais pas, Katharina, si tu les utilises pour tes clients. Oui, La grande oui, bibliothèque. oui, oui. Alors, la grande bibliothèque, elle évolue de jour en jour, hein, c'est un outil qui est assez récent. Donc, évidemment, il ne faut pas hésiter à aller piocher dedans. Comme tu l'as très bien dit, c'est mis à disposition par France Compétences. Alors, comment dire, France Compétences a quand même éclairé sur le fait que c'est pas parce qu'on n'utilise pas la grande bibliothèque que forcément ça va faire un frein au dossier. Non, Mais le dossier, comment dire, l'outil existe, donc il ne faut pas s'en priver. Au contraire, il faut aller piocher dedans. Après, il continue d'être alimenté. Voilà, il évolue. Alors, le lien vers la grande bibliothèque, là, au passage, je me vois passer une petite question. Il est directement accessible depuis le site de France Compétences, hein. Il est affiché en première page, mais on peut éventuellement le remettre ici. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à s'en Léa, si servir. tu peux nous le remettre. Ouais. Après, moi, je fais le lien aussi avec le comité de perfectionnement, donc obligatoire pour le RNCP, facultatif pour le RS. Alors, j'aime pas ce mot, en fait, facultatif. Qui peut le plus, peut le moins, puisque mettre en place un comité de perfectionnement, c'est pas juste pour faire plaisir, entre guillemets, à France Compétences. Encore une fois, on n'est pas dans du formalisme administratif. Il faut vraiment s'éloigner de cette notion. Mettre en place un comité de perfectionnement, même pour le RS, c'est la garantie de suivre l'évolution des compétences professionnelles sur le marché du travail et s'assurer que celles-ci sont toujours en adéquation avec ce marché du travail. C'est montrer que on est alerte sur ce qui se passe. Donc voilà, vous avez compris, là, je vous laisse un petit conseil au passage. Là. Et après, vous avez d'autres outils qui existent, alors là, qui sont tous gratuits, facultatifs, mais tant qu'à faire, n'hésitez pas à les mobiliser. Nous, on a créé un groupe qui s'appelait Accroche-toi, qui est gratuit, qui permet de faire de l'accompagnement sur l'accrochage certificateur, où on est une petite centaine de certificateurs à échanger sur nos problématiques sur l'accrochage. Vous pouvez suivre effectivement MyCertif, même si vous n'utilisez pas notre logiciel. Si vous utilisez le logiciel, forcément, on sera en veille immédiate et nos clients sont accompagnés là-dessus. Mais si vous n'utilisez pas notre outil, n'hésitez pas à rejoindre à minima peut-être la page LinkedIn de MyCertif sur laquelle on vient publier beaucoup de choses de veille, des infos sur le Vademecum par exemple, sur les correspondances, etc. Et on est en train, on a rejoint le réseau du groupe des entreprises de Digiformat. Et on est en train de créer un réseau qui va s'appeler OC Connect, sur lequel, pareil, ce sera gratuit. On va créer une communauté d'organismes certificateurs pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables et s'envoyer toutes les bonnes pratiques possibles et inimaginables. Et puis, vous pouvez, après, sinon aussi, vous abonner à des médias, Centre Info, Digiformag, etc., pour permettre de rester en veille sur toute cette dimension formation professionnelle au sens et métier. Pour finir, on voulait revenir sur les principaux jalons et les délais d'enregistrement d'une certification professionnelle parce que ça a été source de beaucoup de grogne et de désaccords, de dire finalement c'est très long, ça prend beaucoup de temps, etc., etc. Mais bon, finalement, pour cause, avec tout ce que vous venez de voir, de découvrir ou de réapprendre, on voit bien que ça ne se fait pas en 2 minutes, et heureusement. Et peut-être, Katharina, si tu veux peut-être redéployer Oui, rapidement les principaux alors, jalons de combien de temps ça prend.
Oui, alors constituer le dossier, bon voilà, on ne peut pas donner de, de délai précis, hein, quelques semaines à plusieurs mois, tout dépend où est-ce que vous en êtes dans votre démarche, est-ce que vous avez déjà formé ou est-ce que tout ça n'est qu'un vague projet. Donc bon, forcément, voilà, il faut se donner le temps de faire les choses bien et de manière qualitative, parce que de toute façon, un dossier qui ne serait pas qualitatif, qui serait purement calqué sur ce que j'appelle le formalisme administratif, clairement, ça ne passe pas. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Après, à partir du moment où on dépose le dossier sur la plateforme de France Compétences, il y a un petit délai dit de recevabilité, donc qui peut être très rapide, hein, enfin, ça peut prendre quelques heures à quelques jours, mais voilà, en général, c'est très rapide pour avoir la réponse si oui ou non le dossier est recevable. Donc là, c'est vraiment sur la forme, hein, ce qu'on a bien les pièces requises, les informations légales nécessaires. Comment dire, cette étape de recevabilité n'évalue en rien la qualité du dossier, hein. C'est uniquement voilà, sur la forme. Et dans la foulée, vous recevez en général le mail, hein, de l'instructeur qui est en charge de votre dossier. Et à partir de là, on a un délai d'attente plus ou moins long d'instruction. Donc là, c'est vraiment l'instructeur qui analyse en détail votre dossier. Alors, d'une durée moyenne de 5 mois, bon, on constate que c'est un petit peu plus long, mais après, encore une fois, et pour cause, les dossiers sont complets. Il y a énormément de choses à analyser à l'intérieur. Il y a aussi énormément de choses à vérifier par l'instructeur. Donc, de grâce, ne les relancez pas tous les 4 matins. Ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à étudier. Voilà, donc laissez-leur le temps d'instruire le dossier. Et une fois que le dossier arrive au bout de son instruction, il va être porté devant une commission de délibération qui va finalement entériner ou pas la certification. À partir du moment où la commission décide que le dossier est OK, hein, voilà, que la certification peut intégrer l'un ou l'autre répertoire, eh bien, vous allez recevoir une notification dans les jours qui suivent. Voilà, donc le cheminement, il est là. C'est plus ou moins long. Enfin, il faut être patient, hein. À partir du moment où on dépose, effectivement, ça prend plusieurs mois, mais c'est pas que votre dossier reste sur le coin d'un bureau, hein. C'est simplement que tout ça prend du temps. Il y a une vraie analyse derrière et c'est pas juste vérifier qu'on a le CERFA numéro 1, 2, 3. Non, c'est pas du tout ça. Donc, il y a une vraie analyse de la pertinence de votre projet. Merci. Eh bien, écoutez, on arrive un petit peu au bout de ce webinaire. On n'a pas voulu commencer par se présenter et on finit finalement par se présenter pour rapidement rappeler qui est qui et qui fait quoi. Si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement sur nos deux métiers, vas-y, Katharina, je te laisse te présenter. SI Consulting, est-ce que tu apportes au quotidien à tes clients? Oui, alors moi je pilote le pôle RS RNCP au sein de SI Consulting, qui est un cabinet de conseil donc spécialisé dans l'accompagnement à la création et au développement des acteurs de la formation et donc de la certification. Donc mon rôle est de chapeauter l'équipe de consultants qui travaillent sur ces différents. C'est pas moi qui travaille sur tous les dossiers en direct, hein, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de demandes. Mais voilà, donc sachez que de toute façon, je jette un œil, enfin je relis hein, clairement l'ensemble des dossiers avant dépôt. Et voilà, on a 3 pôles hein, au sein de ce cabinet de conseil. Un qui concerne donc l'accompagnement à Calliope et toutes les obligations inhérentes à l'organisme de formation. Un qui concerne les répertoires et un qui concerne la création et le développement de CFA. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes un peu en galère de redépôt ou de dépôt, à aller voir effectivement SI Consulting, hein, ils sont de très bons conseils. Je pense que le taux de conversion de dépôt est grandement amélioré en passant par eux. Ça paraît évident. Et donc, MyCertif, si vous voulez utiliser notre logiciel, ce sera avec plaisir, mais surtout si vous voulez l'utiliser dans le cadre de vos dépôts, n'hésitez pas. MyCertif, c'est un outil qui va vous permettre de piloter votre certification professionnelle une fois que vous êtes certificateur et de ne plus avoir à vous embêter avec vos fichiers Excel. Ça va automatiser et piloter automatiquement beaucoup de choses de votre certification et de respecter grandement le cadre réglementaire à travers toutes ces briques de gestion des personnes, de gestion des intervenants, des habilitations, des référentiels, des parcours de certification, de pilotage de votre partenaire, comme on l'a vu, de pilotage des jurys, de pilotage de tout le cadre réglementaire autour de l'organisation des jurys, des jurés, des consignes, des parchemins, des PV de jury, jusqu'à l'accrochage certificateur et les enquêtes de suivi de l'insertion professionnelle. N'hésitez pas, si vous voulez redécouvrir des éléments ou approfondir des éléments. On a répondu aux questions un petit peu tout au long, donc on ne va pas se faire une session de questions maintenant, mais s'il y en a, on peut rester encore 5 minutes sans souci. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Je vois qu'on a beaucoup de merci, c'était super, bon appétit. Alors merci à vous d'avoir participé. On était nombreux, c'était super. Et n'hésitez pas, si vous voulez approfondir des choses, à contacter Katharina ou moi. Et du coup, Katharina, j'en profite pour te remercier grandement aussi d'avoir Merci à toi participé. pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On prend beaucoup de temps en amont de se lancer sur quelconque projet. On prend le temps de discuter. J'essaie d'apporter un maximum, enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu ma philosophie, d'apporter un maximum d'éléments. C'est un sujet qui demande du temps, de l'énergie, et ben, on va pas se leurrer aussi de l'argent. Donc, il faut vraiment peser son projet avant de se lancer. C'est hyper important. Pas faire les choses n'importe comment, parce que bah, voilà, hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, voilà, il y a beaucoup de choses à penser et à faire, et donc il faut bien s'équiper, utiliser les bons outils, bien se projeter avant de se lancer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez vers nous. Et encore merci Clément, merci à toi Avec et merci plaisir. à MyCertif, parce que enfin, voilà, Avec on voit les grand apports. Hein. Et donc, on a compilé un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui au travers d'un livre blanc que vous pouvez télécharger, qui est gratuit, que vous pouvez diffuser. Le lien vous a été donné dans le chat. Il y a un petit QR code là dans la vidéo, dans ce que je projette. Ce sera aussi dans le replay, donc n'hésitez pas. De toute façon, il y aura pas mal de publications dans les 48 heures autour de ce livre blanc. Donc n'hésitez pas à le mobiliser. Et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.